Aujourd'hui, c'est l'envolée numéro 2. On va parler des longues peines et plus particulièrement autour du cas de Philippe El-Chenaoui, puisqu'il est en grève de la faim illimitée en ce moment à la centrale de Poissy. On présente tout le monde. D'abord, Milko, il est président, on dit, de Ban Public. Qu'est-ce que c'est Ban Public ? Ban Public, c'est un site d'information, de communication sur les prisons en France et en Europe, et principalement qui vient en aide aux familles et aux personnes incarcérées. C'est un site donc d'information, tout le monde peut aller y puiser des infos. Tout le contenu est gratuit, et il y a un pôle juridique qui vient en aide aux personnes incarcérées, aux familles. Voilà, et entre autres, si on t'a invité, c'est parce que Philippe El-Chenaoui est le président d'honneur de Ban Public. Plusieurs années. Donc Laurent, je ne sais même pas si c'est nécessaire de le présenter ce soir. Laurent. Ouais, moi, bonsoir. Moi, j'ai un site sur le Nouvel Obs, un blog qui parle de la prison. Vous pouvez y aller. Je suis un pote à Philippe. Je suis venu parce que je suis solidaire avec lui et que je l'ai vu samedi. Comme ça, tu pourras nous filer direct aussi. Et j'ai fait 25 infos. ans de détention, ce qui crédibilise aussi la parole de ceux qui sont là. Parce que dans le studio, entre parenthèses, il y a à peu près plus de 50 ans de prison, quoi. Exactement. Donc, on sait de quoi on parle, quoi. Ouais. On n'est ni sur Europe 1, ni sur France Inter, ni ailleurs, ni sur France Culture d'ailleurs. C'est clair. Donc voilà, on va parler. Vous voulez parler longue peine ? On va parler longue peine, il n'y a pas de problème. Eh ben ouais. Q. Au-delà de Philippe, on va essayer d'élargir un petit peu le problème sur les longues peines, qui c'est pas le premier qui se suicide. Il y a eu Marly un petit peu avant. Là, Philippe, il est dans une position que Laurent va expliquer. Il l'a vu, donc il va nous donner son sentiment, dans quel état d'esprit il est. Il n'y a aucune revendication. C'est vraiment un suicide et il faut que les gens l'assument. Donc on va essayer d'élargir le problème pour les longues peines, quoi. Bon, Q, entre autres, t'as pas dit, mais t'as fait 27 ans de prison, donc toi aussi, la longueur des peines, tu connais. Je sais de quoi je parle. Voilà, exactement. Et sans ça, on a fait aussi venir dans le studio Julien et Benoît. Vous êtes tous les deux avocats. Julien, tu es entre autres l'un des avocats de Philippe El-Chenaoui. Donc on pourra voir avec toi un peu son parcours, les recours judiciaires et juridiques qu'il a fait ces derniers temps et là où il en est à la fois au niveau juridique et qu'est-ce qui reste éventuellement à faire de ce côté-là. Oui, tout à fait. Je m'appelle Julien Dupes, je suis l'avocat et je crois l'ami de Philippe El-Chenaoui. D'ailleurs, j'espère qu'il nous entend. Il nous entend, d'ailleurs, on le salue, on t'embrasse très très fort. Et j'ai pas l'habitude de parler à la radio, mais je voudrais lui dire que c'est un homme extrêmement courageux, que je suis désolé d'avoir réussi à faire plus pour lui, que nous avons été presque au bout de l'action judiciaire, que encore aujourd'hui, il a tout mon estime, tout mon respect, parce que sa démarche, et je le soutiens. Je sais qu'il ne baissera pas les bras, il n'a jamais baissé les bras. Je sais que ce qu'il fait, c'est pas du cinéma. Je sais que ça demande beaucoup de courage. Je sais aussi que quand les avocats arrivent au bout du chemin judiciaire, il faut qu'on se tourne aussi vers les gens qui ont une voix qui résonne peut-être un peu plus loin que les murs de la prison, que le cri de silence aujourd'hui qu'il hurle, il frappe les murs de la centrale de Poissy, et que jusqu'à la cour de Versailles, on ne l'a pas entendu. Que si aujourd'hui la France et toutes les maisons d'arrêt qui aujourd'hui nous écoutent, tous les détenus l'entendent, on aura un petit peu gagné quelque chose. Donc je suis prêt en tout cas à vous expliquer ce qui pourrait être aujourd'hui pour nous une issue. Et je ne sais pas du tout s'il y en a une pour Philippe, quoi. Benoît, donc toi tu es venu, Milko t'a demandé de venir, tu es avocat. Oui, tout à fait. Donc Benoît David, je suis avocat et membre de Ban Public. Le dossier de Philippe El-Chenaoui, je ne le connais pas en détail. C'est effectivement Julien, son conseil. Dans Ban Public, justement, on a beaucoup de nos membres qui sont longue peine, beaucoup de gens qui nous écrivent qui sont également longue peine. Et on essaye par tous les moyens de les aider ou de les orienter vers des solutions juridiques, puisque au niveau de ce dont je m'occupe à Ban Public, c'est au niveau juridique, donc des solutions qui peuvent être juridiques. Et je crois que quand on n'a pas tout épuisé en droit, il y a encore une possibilité, donc il y a peut-être encore de l'espoir. En tous les cas, on va démarrer l'émission avec la proposition donc de Jean-Marie Delarue, parce que en fait,
c'est mal barré. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs avec Laurent, et on se disait que le combat allait être rude parce que cette petite proposition qui a émergé donc de Jean-Marie Delarue autour du fait de proposer une grâce pour les petites peines. Bon, c'était quand même très timide. De moins de 6 mois. Hein. Ouais, c'est très très timide comme proposition. Bah, ça n'empêche que même cette proposition si timide a plutôt reçu de la part du gouvernement un non. C'est non. Alors c'est vrai que ça a été fait entre les deux tours, que bon voilà, l'extrême droite, la droite va tout de suite. Donc nous on voulait revenir quand même sur le fait que c'est quand même assez dingue. Je veux dire que depuis Mitterrand, il avait introduit cette idée de proposer des grâces présidentielles. C'est-à-dire que théoriquement, à chaque présidentielle, il y avait une grâce pour désengorger un petit peu les prisons, pour voilà donner un signe. Et donc en 81, il y avait eu 9 mois de grâce, il me semble bien. 9 mois. 9 3 mois. fois 9 mois. 9 mois. Et en plus, comme il y avait à la fois la grâce présidentielle et la grâce du 14 juillet, du coup, cette année-là, ça a été un peu plus que d'habitude. Ça fait quand même un petit peu. À chaque élection présidentielle, il y avait une grâce. On aurait pu souhaiter qu'avec l'arrivée des socialistes au pouvoir, ils renquillent sur le même type de proposition. Visiblement, ça leur a même pas effleuré l'esprit, et en plus pour celui qui appelle, fait un tout petit appel du pied, c'est non. Donc ça c'est quand même vraiment assez inquiétant pour l'avenir, absolument. Moi je pense que le gouvernement socialiste va suivre les mêmes voies que ce que le gouvernement Sarkozy faisait en matière de sécurité, c'est-à-dire étendre le bras de l'État de plus en plus fort, parce qu'il va falloir gérer tous les conflits qui vont venir, là, toutes les révoltes qui vont se faire comme en Grèce, parce que les gens ils commencent à serrer la ceinture. Bientôt on va serrer la ceinture en France, ça va faire augmenter la délinquance. Si la position du gouvernement est la même que celle de Sarkozy, on va construire 24 000 places de prison en plus. Donc on va voir quelle va être la position du mouvement socialiste sur ce plan. Une première réponse, c'est on ne va pas désengorger les prisons. Parce que les grâces, c'était d'abord pour désengorger les prisons, et après une augmentation substantielle des peines. Sous Badinter, dans les premières grâces, les peines avaient augmenté de 40%. Alors faire baisser la population carcérale de 20%, c'est pas non plus un effort insurmontable. Il fallait bien gérer ça. Par la suite, il faut se souvenir aussi que le gouvernement socialiste avait fini par reconstruire des prisons. Donc il faut aussi s'attendre à ce que ce gouvernement reste dans la même tendance et à criminaliser la pauvreté et à l'enfermer de plus en plus. On avait quand même vu, plutôt quand même sous les gouvernements, enfin en tous les cas, certains intellectuels, certaines personnes dites de gauche s'insurger, quand même commencer un petit peu à critiquer les lois hyper sécuritaires qui ont pu passer ces dernières années. Ça, c'est une chose. Mais on se rend compte que d'abord, il n'y a aucun projet qui nous annonce, en tous les cas, le fait qu'ils allaient abroger ces lois. Et ils auraient pu faire un signe précis, en faisant sortir, en mettant une grâce présidentielle, en faisant sortir les petites peines, et puis en essayant de réduire un peu toutes les peines d'une manière générale, et puis commencer à s'attaquer effectivement à certaines lois qui, soi-disant, étaient liberticides. Eh bien, si elles l'étaient sous le gouvernement de droite, elles le restent en tous les cas sous le gouvernement de gauche, et il faudrait s'y attaquer. Et donc là, on parle que des petites peines, mais là, il faut parler des grandes peines, des longues peines, parce qu'on a vu depuis 80 les peines s'allonger systématiquement. Alors, il n'y a pas aujourd'hui plus de délinquance, mais il y a ni plus d'insécurité, mais il n'y a que des lois qui ont été créées sans cesse et avec des nouveaux délits qui allongent inexorablement les peines. Ainsi, en 20 ans, les peines de plus de 5 ans ont triplé. Et c'est vraiment l'allongement des peines qui crée aujourd'hui la surpopulation. Les peines de perpétuité, les peines de sûreté n'ont fait qu'augmenter. Donc du coup, aujourd'hui, en prison, il y a des personnes qui sont depuis 10, 20, 30 ans et qui ont absolument aucun espoir de sortie. Sans compter qu'il y a des gens, le cas de Philippe El-Chenaoui, il a quand même une femme qui continue à s'occuper de lui, et il faut voir comment. Il a des avocats, c'est quelqu'un qui est un peu connu à l'extérieur, on reparlera de son parcours tout à l'heure, mais il y a énormément aussi d'anonymes sans plus d'avocats, donc qui peuvent faire aucun recours parce qu'ils sont absolument pas assistés, et qui sont en train de pourrir et d'attendre la mort en ce moment dans les prisons. En France, le nombre des prisonniers de plus de 60 ans a triplé en 20 ans.
Donc il y a énormément de... Il y a des prisons qui ressemblent à des mouroirs, quoi. Style Clairvaux, où tu as des gens qui ont fait 27, 28, 30 ans de prison et qui sont encore là, il n'y a pas d'espoir. Et puis en plus, comme ils ne sont pas assistés, c'est une mort lente, celle que dénonçait Abdelhamid Dakar en disant soyez clair, vous voulez au moins éclabousser les murs, que ça se voit. Et ben, Philippe El Chenaoui, il le dit encore aujourd'hui. Il dit voilà, j'en suis là, j'en ai marre. Laurent, il va nous en parler, il l'a rencontré et il va nous donner un petit peu son état d'esprit, dans quel état d'esprit il était. C'est pas des revendications qu'il a, il est vraiment dans un état d'esprit où dire stop, ça suffit. C'est le même appel que Clairvaux, assumer la peine de mort. Dites-le, je vais mourir, assumez-le. Laurent, tu nous parles un petit peu de Philippe que tu as pu rencontrer. Donc samedi dernier, j'ai eu la chance de voir Philippe, puisque j'ai réussi à obtenir un parloir exceptionnel avec un pote, et bon, j'ai rencontré sa femme qui était au parloir, et donc j'ai su qu'il avait parloir, c'est le hasard, mais bon voilà, et ça m'a permis de le rencontrer, de discuter avec lui. Ça faisait à peu près 13 ans ou 14 ans que je l'avais pas vu. Bon, déjà il a pas changé, il a pris un peu quelques cheveux blancs, mais c'est toujours le même, hein. Il est toujours, il est là, quoi. On a discuté un peu de sa situation, et sa situation, elle est simple. C'est la situation d'un mec qui vient de faire 37 ans de prison. Non, mais attendez, je répète le chiffre, hein, c'est 37 ans. Plein. Donc, ça fait... tu multiplies par 4 le nombre de saisons, tu vois. Tu vois un peu le délire. Le nombre de secondes, le nombre de jours, enfin bon, bref. Donc, c'est un type qui a fait 30 mois à l'extérieur depuis l'âge de 17 ans ou 18 ans, qui a passé sa vie en prison et à qui on demande de faire 20 ans de plus. Je veux dire, voilà, à un moment donné, en tant qu'être humain... Il n'y a plus de sens. Je veux dire, on peut se demander comment on peut accepter une chose pareille. C'est vrai, moi je suis arrivé, je lui dis bon Philippe, on va essayer de faire quelque chose, on va essayer de bouger, voilà, j'ai été à la conférence de presse, t'as des avocats, mais lui, il se fait pas d'illusions. Il sait que judiciairement, tous les recours ont été épuisés. Il sait qu'il est dans une situation où sa fin de peine de sûreté, elle est en 2017. 68 ans, il aura, je veux dire, voilà quoi, c'est... Voilà, quoi, 63, enfin, plus de 60 ans, quoi. Je veux dire, quand tu imagines... Bon, bref. Sa fin de peine, c'est 2032. On lui a enlevé 4 ans de confusion. Je veux dire, est-ce qu'on imagine le truc ? Donc, lui, le seul moyen de pouvoir réagir à ça, puisqu'il n'y a plus d'autre solution, c'est quoi ? C'est de réagir, et de façon lucide. C'est pas quelqu'un qui est suicidaire, hein. C'est pas du tout ça, hein. C'est pas quelqu'un de suicidaire qui a envie de se couper les veines, qui a envie de se tuer, qui a envie de se pendre, hein. Sinon ça serait déjà fait, hein. En 37 ans, le type qui a envie de se suicider, il suicide vite. Non, c'est un type qui est dans une situation inextricable et qui maintenant est en face de gens qui, eux, ont décidé de lui faire courir une peine de 20 ans, 37 plus 20. Et c'est un type qui dit non. Voilà, tout simplement. C'est un type qui dit non. Et qui dit maintenant, moi j'arrête là. Moi, j'arrête qu'on me torture comme ça. J'arrête qu'on torture ma famille. J'arrête, voilà, je dis non. Et ça se respecte. Et moi, je vais te dire, franchement, ça me fait penser à Bobby Sands, ça, tu vois. De cet Irlandais qui est allé jusqu'à la mort pour défendre sa cause. Et Philippe, c'est un type qui est en béton armé, quoi. Tu vois, c'est un type qui est debout. Et ça faisait plus de 20 jours qu'il faisait sa grève de la faim. Quand je l'ai vu arriver, je croyais qu'il avait mangé un sandwich, hein. Je te dis, franchement, il était bien. Mais parce que mentalement, il sait pourquoi il fait ça, il sait pourquoi il est là. Évidemment, intérieurement, physiologiquement, t'es touché, tu peux te la raconter comme tu veux, mais il est là. Ça veut dire qu'il voulait me donner une image de type qui était combattant. Je sais la finalité de ça. Franchement, moi, je dis qu'on peut avoir peur, parce que ça va être très dur. On s'engage dans un combat où sa vie est en danger, que si l'autre côté, on comprend pas sa situation, ils vont la comprendre. D'une manière ou d'une autre, ils vont la comprendre et ça va être... Voilà, donc Philippe, lui, c'est pas un désespéré, c'est un type, il sait très bien où il en est, il sait très bien ce qu'il fait, mais voilà, il est dans une situation où il peut plus faire autrement. Vous voulez la peine de mort ? Voilà, on va aller à la peine de mort, puisque vous voulez la peine de mort. On peut parler de lui, mais Khaled Meloudi, sa confusion vient d'être refusée, donc 45 ans à faire. Christophe Killer, il y a de nombreux cas comme ça. Thierry Calvi qui est en train de mourir dans une prison à Arles, en centrale. Des cas comme ça, il y en a plein. Maintenant, voilà, Philippe, il est dans une situation comme les autres. Et c'est ça qu'il faut refuser. Nous, on la refuse. On sera avec lui jusqu'au bout. Il n'y a pas de problème. Ça, il le sait. Je veux dire, voilà, on peut pas. C'est un frère. On peut pas laisser.
Mais la solution, elle est où ? On va revenir quand même un tout petit peu sur le parcours de Philippe pour voir comment on en est arrivé aujourd'hui là. Et on avait envie de reparler de cette histoire du braquage de l'avenue de Breteuil, puisque c'est là que tout a commencé, c'est là qu'il a pris perpétuité. L'État n'avait pas digéré ce camouflet. Bon, ça se passait en 75, donc ils sont jeunes. Et ils tapent une banque, ils appellent la police, ils disent on est à l'intérieur et on veut 600 millions. La police leur donne 600 millions en pensant qu'ils vont les faire marron en sortant, les jeunes les font marron. Et ça, c'est une claque à l'État qu'elle ne peut pas leur pardonner. Donc, par l'enquête, ils se font serrer. Et ensuite, il y a des deals que la police leur propose. Vous reconnaissez les faits, vous rendez l'argent, vous avez 20 ans. Vous niez les faits, vous avez perpète. Les deux Momni ne veulent aucun rapport avec la police et prennent perpète, les deux. Alors, tout à l'heure, tu comparais Philippe à Bobby Sand. Et ben, moi, j'ai envie de le rapprocher de son ami Taleb, qui lui aussi, Taleb Hadjadj, qui lui aussi, après 5 ans de QHS à l'époque, a fini dans une très grande lucidité par se dire, ben voilà, j'arrête là, et qui s'est suicidé donc au QHS de Clairvaux. Et je vous conseille de lire sa lettre, qui est d'une très grande lucidité, qui explique pourquoi il prend cette décision. Je vais vous en lire quelques passages. Il le dit, il fallait prendre une décision, je ne peux affirmer avoir raison dans l'absolu, mais il fallait mettre fin à cette ronde infernale. Un suicide, c'est toujours le crime parfait. En sont complices même ceux qui disent aimer. Je ne vais pas vous lire toute la lettre, je vous lis quelques passages. J'ai reçu en pleine gueule la prise de conscience totale de notre pourrissement. Je suis trop écœuré par ce gâchis pour être satisfait de ma seule prise de conscience. C'est une longue lettre. Je vous renvoie au livre 765 raisons d'en finir avec toutes les prisons. Donc, si ça vous intéresse, il y a de nombreux courriers de détenus. Et celui-ci est très fort. Et il est dans la même veine que celui de Philippe, avec le même message qui dit voilà, j'assume tout à fait ma position. Je suis en très grande lucidité. Et puisque vous voulez m'appliquer la peine de mort, ok, ben je vous la mets en face. Je vous la mets en face des yeux, là, ça va vous éclabousser. Donc maintenant, comme le dit Laurent, quelle va être la réponse du gouvernement ? C'est vrai que nous, avec nos peu de moyens, on a très peu de moyens de pression. Et c'est un enjeu de savoir quelle va être la réponse, parce que Philippe, c'est la partie immergée de l'iceberg. Comme le rappelait Laurent, il y en a plein, des comme ça, des 30 ans accumulés, des peines intérieures qui arrivent à 45 ans, inconfusionnables. Des malades en fin de vie. Moi, je m'occupe des malades en fin de vie, des vieux, des fous. Enfin, des malades psychiatriques. Là, c'est un enfer. Sans parler des suicides qui sont comptabilisés, mais ces morts-là ne seront pas comptabilisés. Les vieux qui meurent, on les fait sortir. Moi, je dis pas suicide, je dis que c'est la prison qui les tue. Hein. C'est évident. Il faudrait un peu réagir, savoir un petit peu ce que le gouvernement va faire. Et nous, avec nos faibles moyens, comme le dit Laurent, on se pose encore la question. Bon, comme il le dit, on est là et on veut élargir un petit peu le débat sur ces longues peines. Philippe, c'est juste un emblème, mais il est capable d'aller jusqu'au bout. Donc, faut y veiller, quoi. Peut-être on va revenir un peu avec Julien sur le parcours et voir comment, avec les outils juridiques que l'État a en sa possession, comment il allonge inexorablement les peines. Puisque, bon, d'abord, on a vu cette première peine de perpétuité. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le parcours de Philippe ? Il a fait des tentatives d'évasion. On y reviendra parce qu'il a pris une peine, mais complètement délirante quand il s'est évadé du centre psychiatrique de Montfavet. 16 ans, je crois. Enfin, un truc de complètement dingue, puisqu'en première instance, il avait pris 2 ans, et après, en appel, il prend 16. Enfin, là, on voit qu'il y a eu des directives et des demandes précises pour l'éliminer, puisque ce sont des peines non confusionnables. Donc, il y avait vraiment une volonté de le faire crever en tôle. C'était inadmissible, puisque c'était vraiment pour lui une manière de... Il sentait qu'il allait devenir dingue. Il prenait des médicaments. Il voyait qu'il n'avait pas d'autre solution que de s'en aller s'il voulait rester lucide, rester debout. Donc, il n'avait pas le choix, quoi. Il fallait qu'il s'en aille. Donc on peut revenir un peu sur ce parcours parce qu'on se rend compte quand même que l'État a la possibilité, quand il s'est évadé, il a commis un certain nombre de délits et l'État a tout à fait la possibilité de les regrouper dans une même séance juridique, et c'est pas du tout l'option qu'il a pris. L'histoire de Philippe, elle est longue, elle est très compliquée et elle est surtout à rallonge, et c'est ce qui a en fin de compte permis à l'institution judiciaire de faire extrêmement traîner les choses. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas jugé définitif, c'est-à-dire que vous n'avez pas été jugé par les juridictions de jugement
qui doivent statuer sur le quantum de peine qui vous sera infligé. Tant que vous n'êtes pas jugé définitif, vous ne pouvez pas faire de demande d'aménagement de peine. Et lorsque l'on est jugé 10 ans après les faits, eh ben, on a purgé une bonne partie de sa peine sans pouvoir bénéficier ni de remise de peine, ni de recours en aménagement de peine, ni de confusion de peine. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour Philippe. Je reprends depuis le début son histoire, et comme vous l'avez entendu lorsque j'ai introduit mon propos, elle me marque beaucoup. Philippe a été incarcéré en 1975, il avait 21 ans. Je suis né le lendemain de son incarcération, donc sachez que son avocat, à l'âge de son temps de prison, 36 ans et presque 37, en 1975, il a 21 ans. Il va être condamné à perpétuité, il va purger 16 ans de détention, il va obtenir une libération conditionnelle. Libération conditionnelle qui sera de fait révoquée parce qu'il est mis en examen dans une affaire d'attaque de fourgon blindé pour lequel il va bénéficier d'un non-lieu. C'est extrêmement important de le dire. Il aura un non-lieu dans ces affaires. Dans cette affaire, Philippe, après quelques mois de détention, donc se rend au greffe de la prison pour sortir. Et là, on lui notifie un jugement d'un juge d'application des peines qui révoque en totalité sa libération conditionnelle et qui lui octroie 14 années de détention supplémentaire pour s'être rendu à Paris. En l'espèce, c'était pour voir son fils, alors qu'il n'en avait pas le droit. La motivation, il l'aura 2 ans plus tard. 2 ans après qu'on ait révoqué sa libération conditionnelle, il saura qu'un juge d'application des peines a révoqué une perpétuité, c'est-à-dire lui faire exécuter 16 ans de plus pour ce qu'il avait appelé inconduite notoire. Il est donc incarcéré une nouvelle fois. Lors de cette incarcération, qui doit durer 16 ans, sa peine de perpétuité a été commue à 20 ans. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne doit plus que purger que 20 ans, ça veut dire qu'il doit purger 20 ans à compter des 14 qu'il a déjà fait. Donc il est incarcéré, il bénéficie, donc ça c'est en... c'est ça. Il bénéficie donc d'une permission de sortir 6 ans plus tard. En 1991, il est bénéficiaire d'une permission de sortie, 90, et il ne va pas rentrer à l'issue de cette permission de sortir, va être condamné en état de, condamné en état d'évasion. Et donc il est considéré en état d'évasion et il va commettre pendant cette période d'évasion un certain nombre de délits, de crimes qui sont de l'ordre, je dirais, du crime alimentaire, braquage d'épicerie et port d'armes, faux papiers, trafic de billets, des infractions qui sont, et c'est extrêmement important juridiquement, toutes commises dans un temps extrêmement court et toutes de même nature et en cavale. C'est ce que nous avons plaidé devant la cour d'appel de Versailles en concours. Mais pendant une période de cavale, c'est important. Il n'est pas réintégré dans une société, c'est pas un récidiviste. C'est-à-dire qu'il n'est pas avec un travail, une famille, etc., des conditions de réinsertion. Il est en fuite, il est recherché, et à ce moment-là, il commet ces infractions-là. Donc, comme l'a dit Laurent, ce sont des infractions qui sont commises en concours et en cavale, à une époque où il est en cavale. Il est donc interpellé, réinterpellé. Au moment de son interpellation, ça se passe pas très bien. Là encore, une nouvelle procédure. Et je crois que là, il a 3 affaires sur le dos, 3 ou 4 affaires sur le dos. Et donc, on va le juger dans les 10 années qui vont suivre, tous les 2 ans pour une de ces affaires. C'est ces infractions-là qui auraient dû être toutes regroupées en une seule affaire, en une seule instruction, en une seule enquête, où au pire, on joint et puis on les juge une fois. Et au pire, on lui donne une peine pour la totalité. En sachant que la loi française... C'est ce qui se fait, hein. Tout à fait, bien sûr. Mais comme il avait traversé pas mal la France, il avait commis des infractions à divers endroits de la France. Et je pense que c'était très facile pour la justice de dire qu'il y avait une enquête là. La situation de Philippe, elle est particulière. D'abord, il a lutté toute sa vie en prison contre l'état des prisons et contre l'état d'enfermement et les conditions catastrophiques dans lesquelles ils sont enfermés. Il a fait un nombre de centres de détention et toujours dans des quartiers d'isolement. Parce qu'il était, comme l'a rappelé tout à l'heure, un détenu qu'il fallait écarter des autres détenus parce que c'est un homme extrêmement intelligent et qui peut être aussi un meneur, un frondeur. Donc on l'a toujours mis à l'isolement, il a traversé la France aussi des prisons, il connaît tous les centres de détention. Donc on va toujours lui faire miroiter qu'à un certain moment, les choses seront confondues. Parce qu'en France, lorsque vous commettez plusieurs infractions et que vous n'êtes pas jugé entre ces infractions, vous ne pouvez être condamné lorsqu'elles sont réunies lors du jugement
qu'au maximum légal de l'infraction la plus grave. On va toujours faire miroiter à Philippe cette possibilité de confusion. Mais quand on juge 10 ans, 8 ans après, et que les peines s'additionnent, en fin de compte, elles ne sont pas du tout confondues. Donc, à un certain moment, parce qu'il s'est déjà évadé une fois, que c'est un détenu classé DPS, détenu particulièrement signalé à l'administration pénitentiaire, on va essayer de briser l'homme et on va l'interner, parce que c'est comme ça qu'il faut dire, aux UMD. C'est l'unité de malades difficiles. Et il va devenir, je vais dire, presque fou, parce que l'isolement, parce que les neuroleptiques qu'on va lui faire prendre, le traitement qui est celui d'un malade mental, alors qu'il n'avait aucun problème psychiatrique, pour briser l'homme, va lui être infligé. Et là, il va prendre la fuite et s'évader une nouvelle fois de l'UMD de Montfavet. Donc, il repart dans une période de cavale, et pendant cette nouvelle cavale, il va recommettre, et toujours pour survivre, c'est un homme pourchassé, un certain nombre de délits. Et c'est la deuxième période délinquentielle que la Cour d'appel de Versailles a eu à examiner. Il va commettre 3 ou 4 délits qui vont être jugés encore une fois séparément. Pour l'anecdote, sachez qu'il y a une des infractions qu'il avait commises, c'était un vol à main armée dans la région de Rouen, qui sera, dans le cadre de sa première évasion, qui sera jugé après qu'il ait été réinterpellé de sa deuxième évasion, c'est-à-dire plus de 10 ans plus tard. Voilà le recours que nous avons formé. Donc il est réarrêté en 2004-2005 et depuis il purge, parce qu'il a été jugé, je crois, jusqu'en 2008, quelque chose comme ça. Il purge 42 ans de prison en plus de sa peine perpétuelle qui avait été révoquée. C'est vous dire qu'au totalité, on a compté que ça faisait plus de 83 ans de détention. Ce que nous avions demandé avec Virginie Bianchi, l'autre avocat de Philippe El Chenaoui, c'est que la Cour d'appel de Versailles, dans une formation qu'on appelle chambre de l'instruction, qui est compétente pour statuer sur les confusions de peine, c'est le lieu de détention. Philippe est détenu à Poissy. Nous avions demandé la confusion de l'ensemble de ces peines prononcées pour les infractions qu'il avait commises pendant les cavales. Ces infractions, elles sont, comme je l'ai dit, de même nature, commises pour partie pendant la même période de temps, parce que ce sont les conditions d'opportunité qu'impose la jurisprudence pour que soient prononcées des peines en confusion. Nous n'avions absolument pas demandé à ce que Philippe soit élargi dans les minutes, dans les semaines, dans les mois ou dans les années qui viennent. Nous demandions que la peine de 43 ans de détention qui lui était infligée soit ramenée à une peine humaine. Je crois qu'au total, lorsque l'on confondait la totalité des peines entre elles, on était quand même à une peine de 20 ans qu'il avait quasiment purgée, qui nous permettait d'avoir un espoir de solliciter un aménagement de peine, c'est-à-dire de demander au juge d'application des peines de permettre à Philippe de sortir sous bracelet électronique, sous libération conditionnelle, avec les contrôles qu'impose la loi. Ce qu'il faut que vous sachiez, parce que moi je ne suis pas tenu à un secret des délibérés, je peux exactement vous dire comment l'audience s'est passée à la chambre de l'instruction de Versailles d'abord, et il n'y a qu'un seul mot, c'est scandaleux. Nous avons appris avec notre avocat que ne seraient pas versés au dossier de la Cour les rapports de l'intérieur de la détention, c'est-à-dire les rapports des conseillers d'insertion et de probation qui suivent Philippe et les rapports du juge d'application des peines qui a en charge aussi le suivi de Philippe. Pourquoi ? Parce que sans doute ces rapports étaient extrêmement favorables à Philippe. Alors nous allons solliciter de la chambre de l'instruction qu'elle renvoie l'examen de cette affaire. On était prêt à perdre 2-3 mois pour que ces pièces fondamentales soient versées au débat. Parce que quand vous avez un homme qui est détenu depuis 20 ans et qui a déjà fait 15 ans avant, c'est vrai qu'il y a peu de fiches de paye à fournir. Donc on avait pour nous ça, que le comportement de Philippe El Chenaoui avait changé. Alors l'homme n'a pas changé, et Laurent l'a très bien dit. Il est exactement le même. Moi je le connais depuis un peu moins de 10 ans. Il est exactement le même, avec le même déterminisme, et je vais dire la même logique par rapport à la prison, c'est-à-dire qu'il dit qu'il n'y en a pas, et il a complètement raison. Il n'y en a absolument pas. On ne peut pas, et j'ai rien contre les pâtissiers, c'est ce que je disais tout à l'heure, faire passer un CAP de pâtissier à un type qui a 142 QI, c'est lui faire perdre un peu de son temps. Je pense qu'il avait autre chose à faire, et qu'il s'est plié d'une certaine façon à cette réinsertion, à ce chemin qu'on lui demandait de prendre pour pouvoir avoir un espoir de sortir et de retrouver sa femme et ses gosses. Aujourd'hui, on l'a privé de tout ça. La Cour d'appel de Versailles a évoqué son affaire en, je vais être honnête, 15 minutes. J'ai pas la peine de vous dire qu'ils ont refusé que l'affaire soit renvoyée parce qu'ils estimaient qu'ils avaient assez d'éléments pour évoquer sa confusion de peine. Les seuls éléments qu'ils avaient, c'est son casier judiciaire. Et d'ailleurs, je crois que c'est le seul élément sur lequel ils se sont fixés. Cette audience a eu lieu donc un matin. Ça a duré peut-être un quart d'heure. Vous voyez, en un quart d'heure, on a évoqué 40 ans d'existence humaine. Il était même pas présent alors qu'on avait demandé sa comparution. Il était derrière ou dans un écran de télé
scellé. Il était entouré de plusieurs membres de l'administration pénitentiaire. Il n'entendait quasiment pas ce que l'on disait parce que les conditions de la visioconférence, comme ils appellent ça, elles sont catastrophiques. Donc il entendait à peine ce qu'on disait. On n'entendait pas très bien non plus ce qu'il disait et c'était des conditions qui étaient absolument pas favorables à ce qu'un homme puisse s'exprimer devant une chambre avec un enjeu aussi exceptionnel. Donc aujourd'hui, ce recours a été rejeté. Alors je dis rejeté parce qu'il a été accueilli. En vérité, il a d'abord été déclaré recevable, c'est-à-dire que l'on a considéré que notre demande, elle était en droit fondé. En opportunité, elle a été reçue et ils nous ont accordé, alors que l'on en sollicitait plus de 20, ils nous ont accordé 5 ans de remise de peine. C'est vous dire, de sa fin de peine est passée de 2037 à 2032. J'ai appelé ça, ce sont des miettes de vie. Et aujourd'hui, les seuls recours, et on va y revenir, vous avez dit sa peine de sûreté finit en 2017, c'est exact, mais il n'est pas conditionnable de toute façon avant 2018 ou 2019. C'est dire que ce qu'on lui demande encore de faire, c'est encore une perpétuité, mais cette fois c'est une perpétuité réelle. C'est-à-dire que c'est un homme qui est emmuré. Il n'y a pas d'autre mot, je crois. Tu dis que les juges ont décidé sur son casier judiciaire seulement. Est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment, il y a aussi une note ministérielle qui dit celui-là, on ne le laisse pas sortir ? Ouais, je pense que c'est possible. Après, dans la situation où nous sommes, nous, on est sur le terrain, on voit pas ce qui se passe derrière, on espère. Et c'est pour ça que j'ai commencé par lui dire ce message, parce qu'il le sait, depuis toutes ces années qu'on a passées ensemble, j'y croyais vraiment. Et peut-être que je lui ai insufflé aussi cet espoir. Je lui ai dit que voilà, si j'y croyais, c'est que ça pouvait marcher. Donc je l'espérais pas, je le pensais pas. Lui me disait que peut-être les dés ils étaient pipés, que dans notre jeu de cartes, on avait beau avoir de très très bonnes choses, parce que c'est un type extraordinaire. Hein. Aujourd'hui, je me mets à penser que peut-être c'était couru d'avance. Que les dés sont pipés, c'est clair. Ouais. Mais je crois qu'il est aussi dans cette grande lucidité où il sait très bien pourquoi on lui en veut et il lui pardonne pas ça. Et il a mis une grande claque à l'État, il ne lui pardonne pas. Simplement, moi, je voudrais revenir sur les différents jugements lors de la cavale. Donc, il y a un système en France qui veut que lorsqu'on est en cavale, on peut faire une confusion de toutes les peines et regrouper toutes les affaires et passer pour un seul jugement. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour une confusion, tout ça. Or, moi, ça m'est arrivé, quand je me suis évadé en 94... J'ai fait le Tour de France, on a braqué, on a fait tout un tas d'affaires, des délits, des crimes, bref. Et nos avocats, lorsqu'on est tombé, ont demandé à ce que toutes les affaires soient regroupées pour que ça soit beaucoup plus facile faire une demande de confusion, etc. Et on a rencontré, puisque nous étions évadés, en plus en prise d'otage, etc., on a rencontré une opposition, et ça fait qu'on est passé... Même des jugements correctionnels de vol de voiture, on est passé à tous les jugements séparés. Et il y a une volonté. Tu sais pourquoi ? Je vais te dire simplement. C'est que à la fin de tout ça, tu arrives à une peine de 30 ans. C'est pour pas que tu prennes 20 ans ou que tu t'en sortes. Ça veut dire, voilà, il y a une volonté quelque part, il y a un mécanisme, puisqu'ils ont la possibilité de pouvoir regrouper. Donc il y a un mécanisme et une volonté de dire non. Donc les avocats ont fait la demande un juge d'instruction pour une affaire, de regrouper toutes les affaires. Et ils ont dit non. Et ça fait qu'on s'est retrouvé avec, je ne sais plus combien d'affaires, 8 ou 9, bref, je ne m'en rappelle plus, mais toutes séparées. Et à la fin, la dernière affaire, on a demandé une confusion, puisque on peut la demander à la barre, et ils nous ont collé 30 ans. Ça veut dire qu'il y a une volonté réelle d'élimination. Pour certaines personnes, c'est clair. Pour certaines personnes qui ont humilié l'administration, qui se sont évadés, qui se sont défendus, ou qui sont plutôt porte-parole d'une certaine cause et emblématique. Et ça fait que l'administration pénitentiaire, la justice et tout ça disent bon, tout ça c'est des gens qui sont contre le fait de pouvoir donner la facilité. Il faut éliminer. Alors que la défense a le droit, au niveau de la loi, on a droit à une confusion. Et ces confusions, depuis 1994, elles sont plus automatiques, puisque c'est Pasqua qui avait fait voter la loi. Et maintenant, c'est beaucoup plus difficile de sortir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme Khaled, là, qui vient de l'apprendre, il n'y a pas de confusion. Ça veut dire qu'il se retrouve avec 45 ans de prison. Et tu as des gens, comme Philippe, qui se retrouvent avec des peines incommensurables. Et la décision d'enlever 5 ans, d'enlever 2 ans, donc, confusion partielle, ça s'appelle. On donne des confusions partielles. Avant, il y avait confusion totale. Maintenant, c'est confusion partielle. Donc, c'est quand ils veulent.
Et à la rigueur, c'est malheureux à dire, vaut mieux prendre un perpète qu'une peine à temps. C'est terrible. C'est horrible à dire. Mais peine de perpète, à partir de 18 ans, maintenant, aujourd'hui, avant c'était 15 ans. Maintenant, à partir de 18 ans, on peut demander une conditionnelle. Un mec qui a une peine à temps, il a une peine de sûreté, mais il y a aussi récidive légale, donc 2/3 de peine. Ça fait que tu peux avoir une peine de sûreté à mi-peine, comme la loi le dit. Sur une peine de 30 ans, tu peux faire 25. Tu peux faire 25. Surtout si tu as d'autres mandats de dépôt qui, en fin de compte, t'empêchent de solliciter ces aménagements de peine dont tu perds. Il suffit d'être détenu dans une autre affaire, même si cette affaire est beaucoup moins importante, exactement, elle t'empêche de demander un aménagement de peine. On voit là l'acharnement judiciaire dont Philippe a été l'objet, et j'avais juste envie de aussi rajouter l'acharnement pénitentiaire, puisque là on n'a pas parlé du nombre d'années de quartier d'isolement qu'il a fait. En tout, c'est combien ? 19 ? Oui, c'est ça, c'est 19 années. 19, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment essayé de le bousiller en l'enfermant dans les quartiers d'isolement, dans les QHS, et après les quartiers d'isolement qui sont la même chose en couleur. Et après, en voyant qu'ils n'arrivaient pas à le tuer, à le bousiller, à le détruire par les quartiers d'isolement, ils l'ont enfermé en hôpital psychiatrique en le bourrant de cachetons. Ils ont vraiment utilisé tous les moyens judiciaire, pénitentiaire pour détruire cet homme. Donc là, on attendait un petit peu le coup de fil de Nasser, puisque c'est une des personnes qui a rédigé, qui a sorti l'appel de Clairvaux donc en 2006 pour demander la peine de mort pour eux, puisqu'il ne s'agit pas de redemander le rétablissement de la peine de mort, mais de demander à l'État d'être clair et d'arrêter leur cynisme plutôt que de laisser mourir les prisonniers à petit feu en leur mettant des peines infaisables qui les font crever dans leurs cellules jusqu'à la fin. D'ailleurs, c'était Clément qui était à l'époque ministre de la Justice et qui avait dit chiche. Sérieux ? Ouais. Et donc, après le coup de fil de Nasser, on verra un petit peu ensemble ce qu'on peut faire. Ce serait quand même, moi je trouve pas mal que Philippe écrive un texte pour expliquer sa position, parce que ça nous permettrait, nous, à l'extérieur, de le faire circuler le plus largement possible. Ça nous permettrait d'avoir une base sur laquelle essayer de créer, en tous les cas, une petite mobilisation. Demander aussi à tous les prisonniers longue peine qui sont en train de nous écouter de témoigner à nouveau sur ce que c'est qu'aujourd'hui les longues peines, comment ils en sont arrivés là, quels ont été tous les processus judiciaires, administratifs, etc., qui ont fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sortie possible. Alors on va avoir Abdelhamid Dakar qui était l'instigateur de ceux qui ont lancé l'appel des 10 de Clairvaux. Je rappelle, c'était condamnez-nous au mort, rétablissez la peine de mort. Comme le disait Nadia, aujourd'hui on aimerait bien avoir l'appel des 100, l'appel des 1000. Donc tout de suite on a Nasser au téléphone qui va nous expliquer un petit peu dans quel état d'esprit vous étiez et pourquoi vous l'avez fait. Oui, bonsoir à vous et à tous ceux qui écoutent. C'est bien simple. On était dans un contexte bien particulier, mais il a guère changé ce contexte, à savoir l'allongement des peines et l'allongement de l'exécution des peines, qui sont deux choses totalement différentes et beaucoup de gens n'y prêtent pas attention. On l'avait fait parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on avait beau finir nos peines de sûreté, on était toujours au placard et il n'y avait aucune perspective de libération et on se foutait de nous toujours sous des slogans ou sous des discours récurrents, démagogues. Et j'en étais venu avec d'autres co-détenus à discuter de ce qu'on pouvait faire, donc sous toute forme, action violente ou pas. Finalement, moi j'ai été amené donc avec quelques-uns à proposer le manifeste que j'avais rédigé. Donc tout le monde, ceux qui étaient d'accord donc l'ont signé, mais on était pris par le temps parce que le papier fallait qu'il sorte très vite de la tôle pour qu'il soit diffusé très vite. Il y avait une petite fenêtre de tir entre guillemets en fonction de l'actualité, parce que si l'actualité était trop chargée, on pouvait pas le faire passer, il serait passé à la trappe. Donc on était tombé au bon moment. C'est pour ça qu'on n'était qu'une dizaine à l'avoir signé. Et enfin tous les termes qui avaient été employés dedans, qui est consultable par les gens, c'est comme je l'ai déjà dit il y a pas longtemps à des journalistes. Est-ce que j'emploierai les mêmes mots, je dirai la même chose? Ce soir je peux t'affirmer et vous affirmer que je dirai absolument la même chose. Même si maintenant mon esprit se détache un peu de la près de 3 mois, donc c'est un peu derrière moi, mais c'est toujours en moi.
Donc c'est toujours en moi. J'ai de la colère parce qu'on m'a fait bouffer 30 ans en torture, en acharnement, en transfert, en isolement et en longueur, surtout en longueur de la peine. Je pense, moi, à mon sens, comme tu l'as si bien dit, ça devrait plus être l'appel des 10, ça devrait être l'appel des 1000, des 10 000, parce que les peines deviennent de plus en plus lourdes et le désespoir est encore plus grand. Plus les semaines passent, plus le désespoir est grand dans les prisons. Il y a moins d'argent, donc il y a moins de moyens. Et les peu de moyens qu'il y a, ils les mettent sur la sécurité. On s'en fout de l'individu, on s'en fout du mec. Et toute personne qui passe devant un tribunal, il se fait matraquer encore plus sévèrement, puisque la société aujourd'hui, la justice notamment et les politiques, tellement ils ont pu barre sur l'économie ni rien. Il faut bien trouver un bouc émissaire, il faut bien trouver un souffre-douleur. Et c'est tout le temps les justiciables qui dégustent. On te remercie pour ton intervention et puis on se revoit sur les prochaines affaires juridiques que tu pourras. Voilà. D'accord. Je voudrais le saluer, lui dire courage, que je compatis et je comprends son combat. Voilà. Et si je peux faire quelque chose pour lui, il n'y a aucun souci parce que c'est quelqu'un dont j'ai entendu parler depuis très longue date. On avait à peu près, de manière parallèle, à peu près les mêmes objectifs et les mêmes combats. Je pense que tout le monde est du même avis là-dessus. C'est quelqu'un qui mérite d'être défendu. Voilà, tout à fait. Merci Abdelhamid. À très bientôt. Au revoir. À bientôt Nadia. Au revoir. Salut. Vas-y. Aujourd'hui, j'ai vu un petit graffiti sur un mur. Ah ouais, tu vois, et c'était quoi? Et c'était Sarkozy en train d'embrasser Hollande sur la bouche. Ah ouais. Tu vois? Ah ouais, c'est marrant. C'est pour te dire, c'est un peu kiff-kiff, quoi. Ouais, tu vois, faut arrêter de planer parce que la dernière fois qu'ils sont passés, les socialistes, on a pris 30 ans dans la tête, tu vois. Exactement. Ce serait bien de faire une émission un petit peu sur l'arrivée de Mitterrand qui avait soulevé autant d'espoir et puis finalement, et puis qu'à la finale, au bout du compte, ils ont construit des prisons, plan 13 000. Ils ont mis les peines de sûreté, etc. 40% d'augmentation de la population pénale en une dizaine d'années, quoi. Ouais, exactement. Donc exactement. bon. Ouais. Taubira pas. Ouais. À l'heure d'aujourd'hui, niveau juridique, qu'est-ce qui reste? Nous avons formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la Chambre de l'instruction le 18 mai. Les délais d'examen de la Cour de cassation sur ce genre de pourvoi sont de plus d'une année, 2 années. Si la Chambre de l'instruction de Versailles a rendu un arrêt qui est entamé et d'une erreur de droit, il sera cassé et une nouvelle Chambre de l'instruction sera saisie. Les délais d'audiencement de cette nouvelle saisine potentielle seraient encore de 2 ans. Ça veut dire que le recours juridictionnel que nous avons fait par principe, il est de fait complètement anéanti par les délais d'examen, par les cours de cassation, cours et par la décision de Philippe, puisqu'il faut dire qu'aujourd'hui, on en a combien de jours de grève là? Il est 25, ouais, plus de 25. Il est à 25 jours de grève de la faim et visiblement, vu ce qu'on a urgence, pu entendre, il y a urgence et il ne compte pas s'arrêter. Ouais, et puis en plus de ça, la cassation, il n'y croit pas trop quand même. Hein. J'en ai parlé avec lui. Pour lui, c'est qu'un cinéma judiciaire de plus. Hein, une espérance de plus. Il a refusé de signer le pourvoi, c'est l'autre avocat qui l'a signé. Et donc ça veut dire que là, il nous reste plus à un niveau de la grâce présidentielle. Que la décision politique, c'est-à-dire une décision politique telle qu'elle a été prise au départ, de l'exécuter. Donc ce qui demande aujourd'hui, c'est une décision politique de savoir est-ce que vous m'exécutez ? Puisque dès le départ, cette décision a été prise sur le long terme, les quartiers, ce que son avocat a rappelé, tout son parcours, c'est la décision de l'exécuter. Alors maintenant, ce qu'il demande, c'est politiquement, est-ce que vous le faites ? Parce que moi, je vais jusqu'au bout. Donc c'est ça sa demande. C'est pas une grâce présidentielle. C'est positionnez-vous. Est-ce que vous me lâchez là ? C'est bon, 37 ans de prison, vous voulez quoi ? Il a même pas un mort sur le dos. Donc il est dans cette position-là. Il demande pas une grâce, il demande pas une ayez pitié de moi. Vous voyez la différence ? Mais je voulais juste intervenir parce que quand bien même il aurait un mort sur le bras... je sais bien, mais ça ajoute encore à la dureté de la peine. Enfin, je veux dire, il y a ce paradoxe en France qui est de ne pas suivre... finalement, il y a quelque chose de très intéressant d'un point de vue juridique. Je suis désolé, peut-être ce terme qui est mal choisi, mais prenez les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et ce qu'on appelle les dissidences, qui sont en fait les avis des juges qui n'ont pas voté oui ou non à une violation de la Convention européenne. Et dans l'arrêt Léger contre France, qui est justement un arrêt où un homme qui avait exécuté 41 années de prison avait saisi la Cour européenne des droits de l'homme en violation de l'article 3, donc sur la torture et la dignité humaine. La Cour européenne n'a pas considéré qu'il y avait une violation de l'article 3, mais il y avait un juge britannique qui avait considéré qu'il y avait une violation de l'article 3, en estimant que justement, il était prouvé qu'au-delà de 15 ans,
de réclusion, les personnes ne sont moins réinsérables. Qu'en fait, la possibilité de réinsertion diminue. Donc, ce qui est complètement paradoxal d'avoir ces peines, d'avoir cette impossibilité aussi matérielle derrière les murs des prisons pour se réinsérer. Quand on nous parle de réinsertion, c'est complètement fou, puisque tout le système carcéral est fondé sur le système des autorisations préalables, donc un système qui est soumis à l'arbitraire, justement. Et nous, à Banc Public, on suit effectivement aussi d'autres hommes qui sont des reclus criminels à perpétuité. L'un, une fois, me disait je n'ai eu que la moitié de l'éternité. Il avait eu 25 ans. C'est Jean Alain, peut-être qu'il nous écoute, Jean Alain, Gilles, Thierry, les deux Thierry, celui de Fleury et celui de Melun, ils se reconnaîtront. Et je pense justement à celui de Fleury qui est sorti début mars et a été réincarcéré début avril. Parce que justement, il n'avait eu aucun suivi et après ces 16 ans de réclusion, aucune possibilité de retourner dans une vie normale. Il ne faut pas s'étonner qu'après, on ait effectivement de la récidive, si on appelle ça de la récidive. Tu parles de réinsertion, tu penses vraiment qu'aujourd'hui encore, la pénitentiaire tient ce rôle de réinsertion ? Non, la pénitentiaire n'a plus du tout le rôle de réinsertion, elle a un rôle de prévention. Donc on est aujourd'hui dans une logique qui est toujours de déterminer une dangerosité. Alors c'est pas compliqué, hein, vous avez deux psys qui de toute façon veulent se conformer. Les psys dépendent de qui ? Les psys dépendent du parquet. C'est le parquet qui va éventuellement... c'est un peu leur... entre guillemets, hein, c'est un peu leur supérieur hiérarchique. Hein. Plutôt intérêt à avoir un psy qui va toujours dans le sens de ce que veut entendre le juge, que veut entendre le parquet. Donc les psys aussi, plus personne se mouille. C'est de toute façon tout le monde, c'est voilà. Depuis l'affaire Outreau, on sait ce que ça vaut, hein, les experts. Mais malheureusement, depuis l'affaire Outreau, on sait ce que ça vaut, mais ça continue. C'est-à-dire que l'autre jour, justement, un homme qu'on suivait à Banc Public, le parquet voulait qu'il soit placé sous surveillance judiciaire. Finalement, sa dangerosité, c'était quoi ? C'était qu'il était antipathique. Ah oui, c'est un argument. Ça, effectivement, il était antipathique. Ça, il n'y a pas de doute, il pouvait insupporter les juges. Ça fait pas de lui quelqu'un de dangereux. Les psys aujourd'hui sont devenus une chaîne supplémentaire, c'est-à-dire un maillon en plus pour empêcher les gens de sortir. C'est pas pour les faire sortir. Et les SPIP aujourd'hui ne font pas de la réinsertion, ils font de la prévention également. Donc les travailleurs sociaux, complètement abracadabrant. Je terminerai juste effectivement sur cette exécution par ces peines à temps qui se cumulent. Il y a aussi un autre crime dont on parle pas beaucoup en France, qui est la déportation. La déportation existe toujours dans notre pays. On pense à nos concitoyens des Antilles qui ne peuvent pas exécuter leur peine sur leur pays et qui sont envoyés en métropole. Et on pense à Marly très fort quand même. Il nous reste un quart d'heure, donc ce serait bien de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Dans un premier temps, la semaine dernière, il y a eu une conférence de presse. Est-ce que quelqu'un peut nous faire un petit bilan de la conférence de presse ? Laurent, y était. L'idée, c'est quoi ? C'est qui a parlé ? Qui a convoqué cette conférence de presse ? Quels médias étaient là ? Est-ce qu'il y a eu des articles de journaux sur le cas de Philippe El-Shenaoui ? Où on en est en fait aujourd'hui ? Moi, j'ai reçu un mail pour nous informant qu'il y avait une conférence de presse organisée sur le cas de Philippe. Donc, la veille pour le lendemain, il faut le dire. Bon, c'était un peu non, rapido, mais bon, ouais. J'y suis allé, on y a été. Il y avait quelqu'un du Monde, quelqu'un du Parisien, de France Inter aussi. T'as fait le tour. Pour montrer un peu l'intérêt que les médias ont sur les cas de longue peine et donc de Philippe et d'autres d'ailleurs. Les deux avocats présents, dont Julien qui était, ont expliqué la situation de Philippe. La femme de Philippe était là aussi, elle a expliqué. Et d'ailleurs, je conseille de lire son livre aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, sa femme. C'est plusieurs destins brisés. Ça fait 37 ans, quelques décennies qu'elle suit et elle est toujours là. Enfin bon. Un petit hommage aussi à lui rendre à Martine parce que franchement voilà quoi. Les gens ont écouté, certains ont pris note et voilà quoi. Donc maintenant quelles répercussions ça a eu? Assez peu de répercussions dans la presse. Ça je laisse Julien répondre. Oui, je crois qu'on me dit qu'il y a eu un article du Monde qui est sorti cet après-midi sur la situation de Philippe. Je sais qu'il y a eu une émission sur France Inter, mais c'est vrai que ça a été une grande déception pour nous. C'était Virginie Bianchi qui était à l'origine. Elle avait transmis cette invitation à, je crois, une trentaine de journalistes, dont les plus grands quotidiens français, avec des contacts qu'on avait, parce que, faut le dire, Philippe El-Shenaoui est un support journalistique très important. J'ai sous mon coude, là, à peu près 5 cm d'épaisseur de coupures de presse qui ont été faites sur lui depuis dans les 20 dernières années. Donc s'il faut attendre qu'il soit mort de faim pour que les journaux en fassent leur titre, je trouve que
que c'est extrêmement dommage parce qu'il y avait beaucoup de journalistes très engagés qui nous avaient dit qu'ils viendraient et qu'on ne les a pas vus. Alors la dernière fois, j'avais vu un certain nombre d'articles qui parlaient de la personnalité de Philippe. Ces articles, ils nous ont pas aidés. Ils nous ont pas aidés devant la chambre de l'instruction. Pas que dire que c'est une forte tête, dire qu'il essaie de briser le silence de la détention et les traitements. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que la France, dans un arrêt El Chenaoui contre France, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme parce que Philippe faisait l'objet, lors de chaque procès auquel il était convié, ces procès, de plusieurs fouilles à nu corporelles dans des conditions par des types cagoulés avec des armes qui le fouillaient à la montée d'un camion et à la descente d'un camion. Et vous aurez compris que dans ce camion, il n'était accompagné que d'eux. Donc il avait saisi la Cour européenne des droits de l'homme et la France en 2008 avait été condamnée pour les traitements inhumains et dégradants, les fouilles répétées 5, 6, 7 parfois par jour qu'on lui imposait. Donc c'est vraiment... Préciser que c'est des fouilles à poil. Hein. Tout à fait, des fouilles à corps à poil. Et tout à fait, oui, bien sûr. Et donc c'était aussi ça l'enjeu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Milko, comment tu vois le truc? D'abord, je voudrais saluer Philippe et lui dire que je soutiens, tous les membres de Ban Public le soutiennent. D'ailleurs, je pense qu'il aura reçu beaucoup de courriers cette semaine. Moi, je crois aux forces de la vie. Hein. Je vais peut-être être à contre-courant de beaucoup de mes camarades. Je crois aux forces de la vie. Je pense que tout n'est pas épuisé, notamment sur le plan juridique. La peine de sûreté, il peut y avoir une demande de baisse de peine de sûreté. Je crois aux forces de la vie parce que je suis sûr qu'il y a des courants contraires qui pensent le contraire de ce que pensent les gouvernements et les juges ou les psychiatres. On les a pas forcément interpellés tous. Et je pense que la mobilisation, elle doit être générale. Moi, je crois à la solidarité, à la fraternité. On l'a vu s'animer à plusieurs reprises sur beaucoup de nos camarades, dans certaines conditions, dans certains cas, à certaines périodes. Et c'est à nous de mobiliser ces contacts, ces personnes qui peuvent agir, interagir, quelle que soit leur responsabilité, quel que soit leur courant de pensée, où ils se trouvent. Moi, je suis convaincu que ces gens, ces personnes, peuvent être attentives à sa situation. Mais c'est à nous, personnellement, d'aller les voir, de les appeler, de les convaincre. Et effectivement, il y a des victimes collatérales. Sa femme, ses enfants, ses amis. Donc, on a deux positions différentes, effectivement, où Milko pense qu'on peut faire appel au côté humain du système. Laurent et moi-même, je pense, on a du mal à le croire. Par expérience, je pense que quand il y a des gens qui sont sur la liste noire, ils les exécutent. Et ce que rappelait dans les fouilles à corps, la façon d'être jugé, c'est l'exécution qui s'applique. Et elle s'applique sur de nombreuses années. 37 ans de fouilles à corps, de transferts, de quartiers. C'est ça l'exécution. Et elle s'applique depuis 37 ans. Alors espérer qu'ils vont y mettre un terme. Moi, je pense qu'il faut tellement médiatiser cette affaire pour dire, si vous l'exécutez, vous êtes coupable. J'espère qu'il faut aussi travailler aussi en souterrain, aller voir les gens, leur parler du côté humain, mais j'ai du mal à croire à leur côté humain, quoi. Je pense qu'il faut porter l'affaire et la politiser. Dire, voilà, c'est une position que vous prenez. Si ce mec meurt, vous assumez, vous dites, alors on exécute les longues peines. Et on les exécute salement en plus. Parce que c'est très long, 37 ans du circuit que Philippe a fait. Tous ceux autour de cette table le connaissent, mais c'est horrible. Je pense que Philippe sait très bien où il en est par rapport à sa situation. Il sait très bien qui il a en face de lui, le système. Et le système, s'il avait voulu être gentil avec lui, ça fait longtemps qu'il serait dehors. Alors le système veut l'éliminer. C'est simple, quoi. Je veux dire, il est en face d'un système qui le met au pied du mur et qui lui dit maintenant, ferme ta gueule et fais 20 ans. On va te donner un recours potentiel si c'est possible que. Mais un espoir, des espoirs, il en a eu plein. Je veux dire, quand on imagine qu'il passe dans une cour d'assises pour une évasion qui prend 2 ans et qu'en deuxième instance, il prend 16 ans, quand on imagine qu'on lui fait tomber sa conditionnelle alors qu'il participe à une affaire où il n'a pas participé, puisqu'il a eu un non-lieu, tu vois, je veux dire, voilà. Quand on voit cette injustice, aujourd'hui, on va demander d'être humain. Aujourd'hui, on va dire, voyez, soyez humain avec lui. Vous l'avez pas été pendant 37 ans, mais maintenant, va falloir l'être. On sent qu'il y a une volonté politique d'élimination qui passe à travers les juges, qui sont souvent aux ordres du politique, qui appliquent assez facilement. Ça a été aussi le cas pour Abdelhamid Dakar. Il avait aussi mis une claque à la justice en osant les attaquer.
ils ont pas accepté pendant très longues années. Ils se sont opposés à sa conditionnelle. C'est le cas de Philippe, quoi. Il y a des gens qui. Par contre, attends une seconde. Je voudrais dire que là, on s'est rendu compte à travers cette émission, et puis d'autres, que le cas de Philippe El-Chenaoui est assez emblématique. Aujourd'hui, il met sa vie dans la balance. Donc, on est dans une situation d'urgence. Il y a la possibilité aujourd'hui, peut-être, d'avoir la possibilité d'enfoncer le clou, enfin en tous les cas de continuer à l'enfoncer sur la question de la longueur des peines, à travers le combat que mène, quoi qu'on en dise, de toute manière, que mène aujourd'hui Philippe au fin fond de sa cellule dans la centrale de Poissy. Donc là, est-ce que ce ne serait pas le moment que les prisonniers longue peine fassent sortir des témoignages, que ceux qui ont purgé des longues peines et qui sont dehors essayent de se mettre en avant et racontent à cette société qui demande toujours plus, soi-disant, de peine, de punition, de prison, d'enfermement, de contrôle, etc., de sécurité, leur disent ce que ça signifie, ce que c'est dans la réalité. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, là, peut-être, parce qu'il y a cette situation d'urgence, de saisir cette opportunité pour essayer de faire passer un peu plus ce discours? De toute façon, le débat va avoir lieu. Dans 2 mois, attends, ça va être clair. Dans 2 mois, quand Philippe va commencer à avoir de gros problèmes de santé, parce que c'est pas la première grève de la faim et physiquement, il va en prendre un coup, et ça, c'est obligatoire. Là, on va être au croisement des chemins. Nous, on va l'accompagner. C'est un frérot, c'est un amigo, il représente plein de choses pour nous parce que nous aussi on a vécu les longues peines et qu'il est aussi dans une situation que d'autres connaissent, mais on va être à un moment donné au pied du mur nous aussi et en face de quelque chose de terrible. Et je dis, et franchement, est-ce que Hollande, Taubira et le gouvernement vont réagir à ce moment-là? Moi, personnellement, j'ai un peu de doute. Maintenant, j'espère que mais on fera pression de toutes les manières qu'on peut. Et ça, c'est, je veux dire, on ne laissera pas faire. Ça, c'est clair et net. On laissera pas faire. On fera ce qu'on pourra, mais on laissera pas faire. Il faudra au moins informer et que ça ne passe pas inaperçu, que ce soit pas une exécution au fin fond d'une cellule dont personne ne parle. Il faut au moins que tout le monde soit responsable et coupable. Est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire que d'ici prochainement, on essaye de se retrouver un peu tous autour d'une table et voir, mettre en place des échéances, parce qu'on ne va pas attendre 2 mois que Philippe soit dans une situation quasiment irréversible pour profiter de l'émoi qu'éventuellement sa mort va susciter. Peut-être ce serait bien de commencer dès maintenant à mettre en tous les cas en commun nos forces, nos intelligences, nos potentialités, nos contacts, etc., pour pouvoir peser un peu plus dans cette histoire. Moi, je pense que s'il y a aujourd'hui quelqu'un vers qui il faut se tourner, c'est le contrôleur général des prisons. Parce que c'est cet homme-là qui doit dire que, voilà, c'est le même homme qui dit que on ne doit plus exécuter les peines inférieures à 6 mois parce que les prisons sont surpeuplées, mais les prisons, elles sont aussi surpeuplées à la centrale de Poissy. Et il faut aussi s'interroger sur les longues peines et sur des peines qui sont aujourd'hui quasi perpétuelles pour certains détenus parce qu'elles se cumulent entre elles. Plutôt que, c'est ça, plutôt que d'aller voir vers seulement, je dirais, vers les maisons d'arrêt, il faut aussi aller voir vers ceux dont on parle depuis le début de cette émission qui purgent des peines à rallonge. Et quand je disais tout à l'heure que Philippe accepte à 58 ans de faire un CAP de pâtisserie, est-ce que vous imaginez une seconde qu'il va devenir pâtissier le jour où il sort à 62 ou 63 ans? C'est ridicule, c'est cette réinsertion-là qui existe dans les maisons centrales. On essaie de leur donner de l'espoir et on me dit qu'il y a un espoir judiciaire d'humanité. L'espoir judiciaire d'humanité, il existait à la cour d'appel de Versailles et ils ne l'ont pas saisi. Ils nous forcent aujourd'hui à prendre une position qui est brute, qui est celle de Philippe, qui est une position radicale. Et je crois que judiciairement, il n'y a plus rien à espérer. On poursuivra fatalement cette discussion dans les semaines à venir dans cette même émission, dès la semaine prochaine. On attend vos courriers, parce que c'est aussi important de savoir, vous, qui êtes à l'intérieur, ce que vous en pensez. Et puis éventuellement aussi, vous qui êtes à l'extérieur, si vous avez envie aussi de participer à quelque chose et si vous avez des idées, des contacts.